Eh ben, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet très contextuel pour nous, en tout cas pour toi, Geoffrey, je crois, le sujet des interviews. Et du coup, apparemment, tu m'as préparé un petit quelque chose. Donc, je suis assez curieux de voir ce que c'est. Dis-moi en plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah ouais, je me suis dit effectivement, comme en ce moment je passe pas mal d'interviews, je me suis dit, quoi, quoi de mieux que d'essayer de partager cette expérience si magique. Ouais. Alors, Et quand on parle d'interview, c'est peut-être bon de préciser qu'en français, c'est entretien, entretien d'embauche, entretien. ouais, Enfin voilà, donc, nous on est freelance, donc ce sera plutôt pour nouveau contrat, mais c'est toujours un peu la même tambouille. Donc voilà, interview, c'est le terme anglais consacré. Et entretien en français, voilà, histoire que tout le monde soit tout sur à le fait. même niveau de compréhension. Ouais, bah peut-être faire peut-être un petit rappel. Moi, je fais plutôt des entretiens d'embauche sur la partie product management. Ça peut être des jobs comme la partie CPO ou product manager ou project manager, ça m'arrive aussi, ou coach pour des PO. C'est ce type d'interview sur lequel je suis à peu près. Et toi, peut-être, JP, déjà commençons peut-être par là. Pour toi, les types d'interviews que tu cherches, les types d'entretiens que tu cherches, c'est pour quel job? C'est tout. Alors, Vas-y, vas-y. bah moi en général, alors, comment dire ça? Bon, ma carrière a été multiple. J'ai eu une multitude de facettes durant ma carrière. J'ai fait du technique, j'ai fait du fonctionnel, et là aujourd'hui je suis davantage sur de l'accompagnement, donc du coaching. Donc j'ai passé un peu tous ces genres d'entretiens différents. Donc j'ai pas mal de recul là-dessus, et honnêtement, la vision que j'en ai aujourd'hui est une vision assez générique sur les entretiens. Mais bon, pour te répondre à ta question spécifiquement, aujourd'hui je suis davantage dans une dynamique proche de coaching ou Scrum Master, des choses comme ça, sur lesquelles évidemment je suis plus habitué à traiter. Ok, donc démarrons dans le vif du sujet. Donc, je te commençais peut-être par une petite question qui moi, m'intéresse fortement. C'est quelle a été la question la plus bizarre que tu pu avoir lors d'un entretien? Ah, ça dépend ce que tu mets derrière le mot bizarre. Si bizarre, tu mets quelque chose de loufoque. Je me souviens, c'était pour un entretien. Je me souviens plus de la société parce qu'au final, j'y étais pas allé. Mais c'était pour un boulot de Scrum Master, plutôt sur une équipe internationale. Et donc, étant internationale, la nana, elle voulait tester mon anglais. Et pour tester mon anglais, elle m'a demandé de décrire mon plat préféré. Et il Ah faut ouais. avouer que dans un entretien d'embauche, qui est sérieux par essence, évidemment, elle m'a balancé ça, j'étais un peu déstabilisé. Mais c'était très amusant et on a bien rigolé après, ça a détendu l'atmosphère immédiatement. C'est vrai que voilà. Ouais. Après, Mais du coup, c'était si quoi? Attends, du coup, c'était quoi ton plat préféré? c'est la fondue savoyarde, mais je suis pas sûr que ça apporte grand-chose Ah, clairement, je sais à même pas quoi comment que dire ça. fondu, tu vois, en anglais, quoi. Cheesy, Fondue, non. fondue. Non, Fondu. non, Ah, c'est ok, tu prends fondu. l'accent français. Fondu. Non, non, ça se dit fondu Fondu. en anglais aussi. Sachez-le, c'est pour vous. Type, c'est gratuit. C'est beau, c'est beau. Quel Et, pro type. et si dans bizarre, t'entends plutôt un truc qui est vraiment surréaliste, je sais pas si j'ai eu de telles expériences. Et peut-être qu'on y viendra après, mais disons que j'ai une approche des entretiens qui fait que je sais pas si vraiment je peux être dans un entretien que je qualifierais de bizarre. Enfin, Non. Ah, attends. Moi, je peux donner des petits exemples d'entretiens bizarres, hein. vas-y, vas-y, vas-y. Mais en fait, c'est comme toi, tu vois, quand tu disais, il y a des questions un peu pour se déstabiliser comme ça, effectivement. À la rigueur, je trouvais ça plutôt sympa d'aller sur cette question avec ton entretien. Ouais, présenter ton plat en anglais, c'est sympa. Pour la maîtrise, un peu plus que la maîtrise professionnelle, aller dans une maîtrise un peu plus personnelle des choses. Tout à fait. Ouais, ça, je trouvais. Non, les choses bizarres pour moi, c'est les choses qui sont un peu déstabilisantes. Par exemple, tu vois, c'est quand on te demande de faire on va dire un use case bien cadré et tu sors tout Hmm. de suite en dehors du use case. Même si le but c'est de te déstabiliser, moi c'est pas le genre de choses que j'apprécie fortement. Dans le sens où moi j'aime bien les choses carrées et cadrées. Et c'est plutôt ouais, quand tu essaies de faire des choses qui sortent hors des clous, surtout que lorsque c'est demandé. Si c'est au début, j'ai aucun problème. Les premières approches, les premiers entretiens, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on te demande vraiment quelque chose de cadré, que tu n'écoutes pas la presse et qu'on te fait partir sur une autre route, ça
Ça pour moi, c'est très mauvais, quoi, en général. Et ça fait partie des red flags, mais on en reviendra après. Ah bon, d'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de passer en fait sur une sorte de petite partie de debunk. Ah, il y a mon chat encore qui bouge. Debunk des mythes principaux. L'un des premiers mythes, c'est ouais, la personne la plus qualifiée, c'est en général celle qui réussit à obtenir le job. Est-ce que tu es d'accord avec ce mythe ou est-ce que tu veux le débunker? Alors, est-ce que je suis d'accord avec non? Est-ce que je suis fondamentalement contre, en opposition totale? Non plus. Je pense pas que ce soit. Enfin, il y a une partie de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'en général, les recruteurs, ils cherchent à recruter le meilleur, évidemment. Mais aujourd'hui, enfin, ma façon d'approcher les entretiens, c'est pas comme ça. Parce qu'en vrai, alors, prenez en compte le fait que moi, je suis dans le domaine de l'accompagnement. Donc, il y a évidemment une composante humaine qui est prépondérante. Et il est vrai que moi, quand j'aborde un entretien, à titre personnel en tout cas, et je pense que c'est quelque chose qui est vertueux pour les deux parties, j'y vais avec énormément de sincérité et j'essaye de voir si le courant passe. J'ai souvent tendance d'ailleurs à comparer un entretien à un date. C'est-à-dire que Ah tu ouais? essayes d'être toi-même. Alors, oui, tu vas me dire, tu peux essayer de passer pour quelqu'un d'autre pour choper la nana. Mais c'est pas, ça va pas aller très loin, quoi. C'est pas sérieux. Si tu cherches vraiment un travail pour quelque chose de sérieux, long terme, avec qui tu vas t'investir et tu espères en récupérer quelque chose, pas seulement financier, mais en apprentissage, tout ça, mon approche, c'est de dire, faut être sincère. Il faut vraiment être le plus sincère possible. Il faut donner ses tripes, il faut voir si en face, ils sont alignés avec toi, avec tes principes. Le sujet de la compétence, il va venir évidemment, mais j'ai presque envie de dire il est secondaire. Et donc quand tu dis les recruteurs ne prennent que les meilleurs, en fait quelque part il faudrait définir ce terme meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Est-ce que c'est Non, le meilleur? là, c'était plutôt les plus qualifiés, tu vois. Donc, dans le Ouais, mais même sens où. qualifié, c'est pareil. Qualifié sur des compétences pures, qualifié pour fitter dans le mindset de l'entreprise, qualifié pour bien s'intégrer à l'équipe. Tu vois, tu peux être qualifié sous plein d'angles différents. Donc voilà. Mais tu vois, et Toi, c'est pour ça que quand tu es en train de poser ces bases-là, moi, ça me fait vraiment me dire qu'effectivement, c'est un mythe en fait que les gens prennent les gens plus qualifiés parce que sur le papier, tu peux avoir fait Mhm, X années d'expérience même dans le domaine et être au top et quelqu'un d'autre sera pris parce qu'il y aura peut-être eu ce fit humain qui passe mieux, qui est mhm. totalement aussi rempli de billets, clairement. Hein. C'est, je Ouais, crois qu'il y avait bien au sûr. moins il y avait des études aussi qui avaient été faites à un moment comme ça sur tu sais, les trajectoires aussi des jeunes diplômés Mhm. par rapport à leurs résultats et vers où ils allaient aller. Et il y avait un gros gap parce qu'en fait même la notation des gens a beaucoup de biais. Donc on sait très bien qu'en fait même avec les interviews, c'est pas avec 2 3 ou même 5 interviews que tu arrives à cerner une personne. Et ça se met toujours en profit ces billets. Et on sait très bien donc en fait à la fin, c'est pas toi vraiment en fait, c'est pas comment dire ça. C'est pas tes compétences vraiment qui sont revues, ils sont revues à peine, mais c'est plutôt ta partie en comment est-ce que tu présentes, comment est-ce que tu es avec les autres, est-ce qu'il y a ce fit-là, est-ce que les gens se sentent à l'aise avec toi, comment est-ce que tu les fais se sentir, tu vois, c'est cette Mhm. partie-là. Comme un date en fait finalement, tu l'as bien résumé. Et ce qui pour moi, je trouve ça assez dommageable, je sais pas si tu as cette, euh, cette, euh, cette vue aussi un peu là-dessus ou pas du tout. Dommageable. Vas-y, Bah développe un oui, peu là, ça m'intrigue. parce que c'est pas parce qu'en fait une personne te met à l'aise et font confortable qu'elle est forcément bien qualifiée. Alors que si en fait tu enlèves cette partie-là, il peut peut-être être mauvais dans la partie interaction, mais il est très bon dans la partie technique, là où il doit briller. Tu vois, c'est là où est-ce qu'on met le curseur. Et je sais Alors, que c'est peut-être sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je dirais que dans les deux cas, tu peux te faire avoir. Parce que tu peux avoir quelqu'un de très sympathique, très à l'aise, très avenant, qui t'enrobe bien le truc, en gros le bon commercial, et tu te ouais. dis cool, il va trop bien fitter, ça va être génial, et c'est une catastrophe parce que derrière il est nul, ça arrive. Et à l'inverse, tu Mhm. peux avoir le mec, c'est une brutasse, il est excellent, c'est une tuerie, mais par contre il s'intègre pas du tout à l'équipe. Et Ouais, force est de constater, on est quand même dans une démarche au niveau de l'entreprise de travail en équipe. Donc ton élément, aussi bon soit-il, s'il ne peut pas s'intégrer à l'équipe, en gros,
enfin, ça va pas bien se passer, quoi. Ça va pas bien se passer. Ouais, c'est vrai, mais il y a certains degrés, tu vois, où tu as besoin, par exemple, tu peux avoir suffisamment d'autonomie pour avoir très peu d'interaction, tant qu'en gros, tu fais le travail qui est demandé ou autre, et tu as une marche, même une démarche un peu proactive, à la rigueur, si ça ne fit pas. Mais parce que, tu sais, notamment, ça dessert beaucoup les introvertis, j'ai envie de dire, ce genre de format d'interview. Parce que les gens s'ouvrent peut-être pas aussi bien qu'un extraverti, qui arrive à peut-être avec peut-être une intelligence aussi émotionnelle Ouais. peut-être un peu plus développée. Et tu vois, moi, c'est ce biais-là que j'ai envie un peu d'effacer, parce que tu as beaucoup d'introvertis qui ont du mal avec ce genre d'exercice. Et au Oui. contraire, c'est peut-être eux qui fitteraient beaucoup mieux qu'un extraverti qui irait un peu après dans tous les sens, papillonner ou autre et tout. Voilà, tu vois, tu as un peu Alors, ces deux extrêmes. oui, mais ça reste les limites de l'exercice, j'ai envie de dire. C'est un Oui, exercice qui, par nature, nécessite de se révéler, nécessite de se mettre en avant. Et comme tu l'as dit, pour les introvertis, c'est quelque chose qui va être plus difficile parce que ça fait pas partie de leur, enfin, c'est pas dans leur nature, quoi. C'est pas dans leur nature. ouais, Cependant, ça reste, enfin, on reste une espèce sociale, hein. L'humain est une espèce ouais. sociale. Donc, fatalement, il y a des moments stratégiques dans la vie où tu es obligé de rentrer en interaction avec les autres pour montrer que tu es en capacité d'intégrer la tribu, peu importe laquelle est-ce. Et voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire. Et c'est là que pour moi on revient sur. Il y a une autre question, mais j'ai envie de rebondir là-dessus après, parce que j'avais un Ouais, autre mythe à te faire. Quand tu dis obligé d'intégrer la tribu, tu disais avant, ouais, il faut pas jouer un rôle. Si, à un moment donné, tu vois, si, tu dois jouer une sorte de rôle pour fitter à cette culture, tu vois, globalement. Parce que c'est pas en un seul interview que tu comprends aussi la culture de l'entreprise. Toi aussi en tant que candidat, c'est ok, le- la personne qui te fait passer l'entretien essaie de te sonder, toi aussi tu essaies de sonder un peu l'entreprise. Euh, dans les deux cas, tu sais, c'est un jeu un peu de test ou autre. oui, oui. Et quand tu vois par exemple des grosses structures, des grosses boîtes, il faut peut-être un peu des fois on va dire, lisser plus ses réponses ou aussi éviter de poser des questions qui vont te, te faire aller tout de suite hors parcours, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, et tout de suite te mettre de deux côtés. Tu vois, il y a quand même une dimension un peu stratégique sur comment réagir et comment être en interview, plutôt que toi, tu peux pas tout te permettre en interview, si tu veux vraiment le Alors, job, tu vois ce que je veux dire? voilà, je pense que tu as bien conditionné la chose. C'est là où il y a un curseur à positionner qui dépend de tout un tas de facteurs qui te sont forcément propres. Et si en effet tu es dans une démarche où il te faut le job absolument, dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix que de revêtir un masque Et pour d'être te faire lisse. et d'être plus que lisse, d'être conforme à ce que l'intervieweur attend de quelqu'un qu'il veut recruter. Euh, on va dire que j'ai la chance jusqu'à présent de ne jamais être dans cette situation. Et du coup, en termes d'entretien, pour moi, ça marche vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire, certains, le recruteur est là pour trouver quelqu'un, et donc je Ouais. suis un candidat potentiel, mais je suis également à la recherche de quelque chose. Et donc, je cherche à faire aligner tout un tas de valeurs et tout un tas de signaux que j'estime importants avec ce que va me donner le recruteur. Et c'est pour ça que je dis que je suis chanceux, parce que je peux tout à fait arrêter l'exercice. Enfin, je ne vais pas chercher à me faire embaucher pour me faire embaucher, tu vois. Si Ah je ouais. sens que ça ne me convient pas, stop, no go. Et j'y vais Ouais, mais pas. ça, tu vois, par exemple, ça, c'est un luxe. Pense C'est un à ces luxe, jeunes. je l'admets. Tu vois, pense à ces jeunes qui n'ont pas de diplôme au début. T'es dans un contexte. Enfin, pardon, pas de job au début, juste après leur diplôme. Ils sont dans un contexte un peu Ouais, difficile. Économiquement, c'est un peu difficile. Tu vois, t'as toute cette partie un peu qui est. Ouais, ouais, assez compliquée où tu dois avoir ton premier job pour pouvoir ensuite, effectivement, peut-être espérer un autre job et ainsi de suite, tout tu à vois. fait. Et donc eux, ils sont beaucoup je pense, dans ce dilemme, qui est un luxe hein, finalement, tu vois, C'est une de histoire pas de l'être. curseur à bien positionner en fonction de ta situation, de tes C'est attentes. ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de réponse absolue à avoir. Mais il n'empêche que si tu veux te trouver dans une situation qui est la plus épanouissante possible pour toi, mais finalement aussi pour l'entreprise, et l'entreprise, la situation épanouissante, c'est là où finalement elle tire le meilleur parti de toi,
Pour moi, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes dans un cadre qui te semble positif. Et pour ça, il faut jouer carte sur table. Ouais. En phase avec cette partie honnêteté. Et un deuxième mythe qu'on a envie de débunker, c'est tu dois répondre à toutes les questions de manière parfaite. Alors, ça rejoint un peu le sujet d'avant et qu'est-ce que tu entends derrière parfaite. Si on te pose si on te pose des questions techniques, pardon, évidemment qu'il faut que tu répondes le plus parfaitement possible. Ça me Je, paraît je évident. je vais te donner un contre-exemple sur cette partie technique. En gros, tu sais, Google, ils sont connus pour faire plein d'interviews. Je Ouais, crois c'est qu'il y a vrai. 80 000 personnes qui veulent postuler chaque année. Ils en sélectionnent seulement, je crois, 800 par an. Hmm. Donc c'est ridicule par rapport à ça. Donc, pour essayer de faire un tri là-dessus, ils leur donnent des sortes de brain teaser, tu vois. Brain teaser, l'un que j'avais en tête, c'était toi, en tant qu'être humain, tu es diminué de cette taille-là et tu es mis dans un mixeur. Et t'as une minute pour t'en sortir avant que le mixeur commence à tourner et que tu te fais, en gros, Hmm, mixer. hmm, hmm. Tu vois, ça c'était un des brain teasers. Il y avait une vidéo YouTube aussi qui parlait de ça. Et il t'amène là-dessus, tu vois. Et là, ce qui était marrant, c'était comment est-ce qu'ils sélectionnent les gens. Les gens, en fait, ils veulent voir un peu la créativité des différentes personnes. Quelle est la démarche, en fait parce qu'en gros, tu n'as pas de vraie raison. Parce que si tu prends juste de manière biologique, si on te diminue en tant qu'être humain et qu'on gagne tes mêmes propriétés, tu imploses. Parce que ta structure biologique n'est Mhm. pas prête à prendre le poids de la gravité sur toi-même, tu vois. Donc déjà, il faudrait changer les propriétés de l'être humain si tu veux le diminuer. Tu vois, t'as déjà ce phénomène-là. Et en fait, eux, tout ce qu'ils veulent voir, c'est quel est ton cheminement de pensée, quelles sont les questions que tu vas t'amener à t'amener à penser, parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie réponse là dans le cas, tu vois. Tout à fait. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Et je pense que dans les interviews techniques, c'est souvent la même chose, sauf tu sais, les tests qu'ils font, tu sais, Ben, pour les codeurs. c'est pour ça que je faisais la distinction d'emblée sur la partie technique, qui est entre guillemets la partie facile à répondre, parce que oui, on attend des réponses parfaites, sur ton domaine d'expertise en fait. Quand tu es Ouais. challengé sur ton domaine d'expertise, on attend des réponses parfaites. Mais ce que tu dis est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que parfois, et ça peut être aussi sur le domaine technique, hein, on va aller te poser des questions beaucoup plus ouvertes, qui n'attendent pas de réponse précise particulière, mais qui vont venir challenger soit ta créativité, soit ta façon d'être, soit les réflexes que tu peux avoir. Enfin, ça peut sonder plein de choses différentes. Et du coup, par essence, il n'y a pas de réponse parfaite, vu que c'est pas ce qu'on cherche à trouver. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je te propose de passer sur une autre étape là, de notre discussion qui va être de discuter un peu des différentes phases que tu as en entretien. Donc en général, dans Ouais, l'entretien, tu ouais. peux allez, je vais te donner en fait la partie, on va dire le saucissonnement de ces phases-là. Donc la première, c'est avant l'entretien. Qu'est-ce que toi tu ferais avant d'avoir un entretien? T'as déjà un entretien qui est fixé, tu as une date, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ça dépend. En général, je me remets un peu dans mon CV. Alors, ça dépend de l'entretien. Ça dépend vraiment de l'entretien, ça dépend du rôle et ça dépend de ce que je sais déjà sur le poste qui est visé. Parce Mhm. que, par exemple, si... attends, je vais trouver un bon exemple. Bon, enfin, un truc bête. Si dans le poste, je sais qu'il y a un challenge autour d'une transformation à faire, donc réorganiser des équipes et tout ça, je vais essayer de restructurer ma pensée de sorte à avoir une vision très claire de tout ce que je peux être amené à faire lors d'un accompagnement d'une transformation. Donc en gros, si c'est un sujet sur lequel je ne suis pas actuellement, je vais me remettre dans le bain pour coller à ce que eux vont avoir comme mission pour moi. Mhm. Ce qui paraît assez cohérent. Euh, Sinon, après, en général, je reparcours vite fait mon CV pour me remettre en tête des éléments clés qui peuvent être intéressants dans le contexte de la mission qui m'est proposée. Donc, toujours pareil, l'idée c'est vraiment de contextualiser. En fait, voilà, je vais me contextualiser, pour résumer, à, à la mission qui m'est proposée. Voilà Ouais. ce que je vais faire Et, en amont. et admettons que c'est aussi, je pense, un domaine où tu n'avais pas l'habitude d'être, je sais pas, ça peut être, par exemple, on va prendre l'exemple de la crypto, tu es dans la crypto, peut-être, etc. Ouais. Peut-être que tu vas te faire aussi des recherches pour essayer de mieux comprendre un peu le domaine, où on en est aujourd'hui, c'est quoi les enjeux derrière tout ça, Alors ça, je pense quel que est le c'est plus marché. propre à ton profil.
Parce que toi, tu vas Ouais, intervenir davantage sur le métier, sur le business, donc c'est ouais, normal que tu te poses ces questions-là. Moi, mon approche est beaucoup plus extérieure à tout ça, parce que, et c'est volontaire, j'estime que j'ai un accompagnement qui est indépendant du business en lui-même. Évidemment, ça fait partie du contexte, donc c'est important de l'avoir, mais disons que tant que je ne suis pas dedans réellement, j'ai peu d'intérêt à comprendre les enjeux stratégiques, machin chose. Je dis ça et en même temps j'ai un contre-exemple d'il y a quelques temps où j'ai pu avoir une interview qui m'a demandé de creuser. Mais alors c'était pendant l'interview, c'était pas en amont. Mais en fait, il y avait tout un intérêt à creuser pour comprendre la démarche globale, la stratégie globale, produit, pour essayer de comprendre, ok, moi en tant qu'accompagnateur, en tant que coach, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter. Mais en avance de phase, c'est plutôt rare que j'en vienne à ces questionnements-là. Et toi, ouais. du coup? Non, bah, moi, comme tu l'as dit, cette partie recherche, pour moi, elle est fondamentale. C'est de comprendre le business, dans comment il Ouais. évolue et où est-ce que je viens aussi dans la vie de l'entreprise. Est-ce que je viens au début de l'histoire? Est-ce que je viens au milieu, à la fin? Est-ce qu'il y a une volonté de sortir un nouveau produit, mais d'une nouvelle manière, d'une nouvelle méthode? Quels sont un peu quel est le marché globalement là-dedans? Hmm. Ou est-ce que c'est un marché qui est en B2B, en B2C? Est-ce qu'il est plutôt sticky, c'est-à-dire qu'en fait, les clients sont limite des prisonniers de l'entreprise? Est-ce qu'on est leader ou pas? En fait, moi, je me mets vraiment limite à la place du CEO, où je dois comprendre un peu l'entreprise Hmm. globale, où elle veut aller, qu'est-ce qu'ils essaient de faire côté stratégie, et surtout après, quelle est la techno sur laquelle ils veulent évoluer. Et là-dessus, après, c'est là où je vais prendre plus de temps. Maintenant, avec ChatGPT, c'est top, parce que je peux avoir des petits résumés un peu là-dessus, Hmm. qui me donnent un peu un écosystème. Avant, je devais me balader dans les sites, les concurrents, et tout, etc. ChatGPT peut te sortir ça, c'est trop bien. Et donc, j'avoue, là, moi, cette partie-là est beaucoup plus facilitée, ouais, mais effectivement, Et ouais, en fait, c'est. je pense qu'il y a une différence fondamentale par rapport à l'accès à l'information. Parce que justement, alors pour ton profil, pour les rôles que tu vas chercher, tu peux accéder en effet à ce genre d'informations parce que tu sais ce que fait l'entreprise, tu sais sur quel produit elle travaille, même si tu n'as pas les Où elle veut se informations placer, internes. ouais. Ouais, Mhm. potentiellement, tu as une vision de là où elle veut se placer. Et puis même en général, du coup, ta mission va correspondre à une ambition de l'entreprise, a priori, vu qu'elle veut développer un poste sur un produit ou une stratégie, peu importe. Là où moi, en fait, c'est plus compliqué. En général, ces informations-là, je ne les ai qu'à partir du moment où je suis en interview. Parce que moi, les informations qui vont m'intéresser, c'est plus comment est structurée l'organisation, comment sont structurées les équipes, quelle méthodologie ils utilisent. Ça, ce n'est pas des informations ou très rarement, tu peux les Tout à obtenir fait. sans être en interaction directe avec les gens de l'entreprise. Ouais, mais on va, Donc, on va venir à cette partie-là, parce que là, on est que au premier step, c'était avant l'interview. Et donc là, bah, si ça va, bon, on enchaîne avec la suite. Dans mes notes, j'avais noté après, avant l'interview, il fallait faire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne première impression. Et là, on va différencier la partie en physique et la partie en ligne. T'as ton première interview, bam, ah. quel est le conseil clair que tu peux donner sur la partie bonne première impression? Physique et en ligne. Alors déjà, Body ce que je fais language ou autre. toujours avant, juste les 2 minutes avant l'entretien, soit je me mets debout, soit je marche un peu, histoire de m'oxygéner le cerveau. T'es Ça, énergisé, ouais. ouais, Mm. m'énergiser. Soi-même, ça peut m'arriver de faire des pompes, des trucs comme ça. Vraiment, je me mets, Des petites pompes. voilà, j'active mon organisme, littéralement. Je me mets en position vraiment dynamique. Ça, c'est la Mm. première chose, et ça me paraît hyper important. Euh, ensuite, moi, l'entretien, je l'aborde sous un angle plutôt jovial. J'évite le côté trop sérieux, trop, comment dire, fermé, tu vois. Pour moi, enfin, je reprends le comparatif sur un date. Voilà, t'es là pour passer un bon moment, pour apprendre des choses. Et oui, c'est stressant, mais au final, il faut vraiment, enfin, faut vraiment mettre ça de côté. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il faut aborder ça avec une certaine légèreté, même si c'est important. Ouais. Un peu de Non. recul, un peu de dérision. Enfin, on est entre humains, quoi. Tu vois, on Ouais. est sur un échange d'humain à humain. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Non, Ton c'est body déjà pas mal. language, comment tu le fais là, ton langage corporel pour faire en français? Ouais,
Bah écoute, je pense qu'il serait assez similaire à celui que tu peux voir en ce moment même. Pas très différent, vu que les niveaux de stress, je pense, sont relativement équivalents. Donc Hmm. j'essaye de rester le plus naturel possible. Rien de, rien de particulier, détendu, tu vois, relax. Je me verrouille pas sur ma chaise, je m'empêche pas de bouger les mains. Non, j'essaye d'être relax, de regarder la personne, être attentif aux réactions de la personne aussi. Parce que tout Mhm. comme un date, c'est important de voir si il y a une espèce de connexion qui est faite ou pas. Parce que si elle n'est pas faite, ben, faut essayer de la faire. Et si elle est faite, ben, de toute façon, tout de suite, tu le sens, hein, c'est tout de suite plus à l'aise. Et puis parfois, tu n'arrives pas à la faire jusqu'à la fin. Mais du coup, en soi, c'est un signe. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un signe. Signe probablement qu'il ne faut pas y aller. Euh, ouais. Ouais. Non, pas mal, pas mal. Bah attends, on va continuer un peu là-dessus parce qu'en gros, là tu as fait ta première impression, ça marche. Et donc là, on va passer à la phase de l'entretien pur. Là-dedans, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs obstacles, on va dire ça comme ça. Ou plusieurs même, en fait. C'est finalement, en fait, quelque chose d'assez balisé. Au début, tu sais, tu Mhm. as la partie présentation. Présentation, storytelling. Comment est-ce que tu fais pour dérouler un peu tu sais, parce que cette partie, on va souvent demander, Ouais, bah voilà, ouais, bah, ouais. présentez-vous en 2 minutes. Oui, exactement. Est-ce Alors, est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as des astuces là-dessus? ben, en fait, tu l'as dit dans ta question, storytelling. Ça, je pense que c'est central. C'est central quand tu expliques ton parcours. Il faut donner du sens à pourquoi tu es là aujourd'hui devant la personne qui veut te recruter. Il faut que ça fasse sens pour elle. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement un travail à faire. Alors, ça dépend de combien d'entretiens tu passes, mais moi, en tout cas, il y a un moment donné, je me suis posé et j'ai rodé un discours qui est la vérité, hein, Ouais. c'est cohérent, mais qui permet d'expliquer mon cheminement de carrière. Et en particulier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une carrière avec de multiples facettes. Et donc pouvoir expliquer de façon cohérente pourquoi je suis passé de tel à tel rôle euh, et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pour moi, ça me paraît capital. Ça me paraît capital pour avoir de la crédibilité, pour vraiment partir sur une base saine, on va dire, sur le pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on se présente à cette interview, qu'est-ce qu'on fait là, et voilà. On n'a pas juste vu de la lumière, on est rentré quoi. Ouais. Donc, ouais, moi je te demande encore avec toi. Donc, ça, tu as cette première phase, ils vont vraiment dire en 5 minutes, et toi, ton discours doit Ouais, être déjà prêt, limite rodé, et même absolument. adapté en fonction de si eux, ils ont commencé, parce que des fois, c'est inversé, c'est eux qui commencent à te présenter de l'entreprise, de l'organisation. Ouais, Et ce qui est top, c'est de reprendre les éléments mais que tellement. eux ont fait avant pour faire une sorte de rephrasing. Dans ton storytelling, tu l'intègres la pensée. Et là, tu gagnes tout. Là, tu marques des points sans même t'en rendre compte, en fait. Mhm. C'est assez cool. Mais comme tu dis, c'est comme un peu comme dans un date, tu vois, c'est la partie rephrasing et tout, quand tu essaies de faire de l'écoute active. Donc en utilisant cette simple méthode rephraser, je crois pas que c'est français. De, De de, répéter, de reformuler. de reformuler, voilà. De reformuler, ouais, tu gagnes carrément des points parce que tu déclenches cette petite connexion. Et moi, ce que j'ai Exactement. souvent observé, c'est la partie storytelling. C'est comme. En fait, il y avait une phrase qui me notait, c'est que les gens, en fait, ils oublient tes mots. Mais ce qu'ils gardent, c'est comment tu les fais se sentir. Et dans le storytelling, tu peux dire même pendant 2 minutes, la personne aura oublié tout ce que tu as fait avant et tout. Mais elle veut voir en fait quelque chose quelqu'un de passionné, quelqu'un d'énergisé, quelqu'un de, il est là, il est confiant, il est content, Et puis il y a de la tu fais passer cohérence. sur, voilà, il y a de la cohérence, il y a de la structure, parce que c'est un peu ce que tu veux montrer aussi comme Exactement. point, et si tu arrives à faire passer en fait ces énergies-là, mais ça, c'est comme tu l'as dit, avec de l'optimisme, etc., avec l'optimisme, avec la bienveillance même, c'est top, c'est vraiment top. Et ce qui m'amène sur un sujet, parce qu'une fois que tu passes cette étape-là, généralement, c'est là où Mm. vient la partie des questions. Et comment est-ce que tu gères, là on l'a dit un peu, une question étrange, comment est-ce que tu gères en fait quand on te met dans une position un peu inconfortable? Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de te ressaisir, pour te remettre un peu dans les rails? Ou pour même juste répondre ça. On va te poser une question où t'es pas du tout préparé là-dessus, et ça vient. Euh, je pense que je joue la carte de l'humour. Je joue la Ah, carte de l'humour souvent. Alors il y a plusieurs stratégies en fait qui sont assez naturelles, hein, mais déjà la reformulation, ça donne du temps, ça ouais. fait gagner du temps. Donc reposer la question à l'oral, répéter la question qu'on te dit.
Ça fait gagner du temps, ça permet d'intégrer la question et potentiellement d'avoir un starter. L'humour, c'est aussi quelque chose qui peut être, enfin, dans l'optique de créer une connexion, pas de répondre à la question, mais ça permet de temporiser aussi, de gagner du temps pour réfléchir à une réponse plus structurée derrière. Voilà, tu vois un petit peu. Après, ça dépend, hein, ça marche pas, ça dépend des recruteurs évidemment. Ouais. Mais après, derrière, il faut que tu essayes de faire au mieux avec ce que tu as sur le moment présent. Si tu n'as pas. Alors, le mieux, c'est de faire écho à son expérience passée, parce qu'évidemment, ça montre que du coup, tu es expérimenté sur le sujet. Et même si c'est une question qui n'a rien à voir, ça peut permettre quand même de rebondir. Et voilà, je dirais que dans l'absolu, c'est quand même bien. Ça montre que tu as du vécu, que tu as de l'expérience. Mais sinon, après, il faut faire au mieux avec ce que tu as sur le moment, essayer de récupérer toutes ces connaissances et de monter la réponse la plus pertinente possible. Il y a autre chose là, je suis en train de penser, mais parce qu'au final, ta question me met dans l'embarras de la même façon que je le serais face à un Ouais. interlocuteur, un recruteur, donc c'est intéressant. Je pense qu'il peut être intelligent aussi, c'est de poser une autre question, d'essayer d'affiner la question Exactement. C'est ce que du moi, c'est ce que recruteur. j'allais ouais, c'est ce que j'allais venir. Tu vois, c'est que tu vois, les gens ont tendance à penser que les interviews, enfin que les entretiens, c'est one side, c'est dans un Ouais, sens. Les interviews, c'est non, toujours dans les deux sens. bien Et sûr. ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'intervieweurs, enfin ceux qui te passent plein Le de recruteur. personnes qui te passent l'entretien, Ah ils oui. attendent que de parler. Ils attendent que de parler, que de souffler. Tu viens, tu commences aussi à toi, tu veux. Parce que quand tu te présentes, regarde, le simple fait, par exemple, moi je fais mon style, on me demande de me présenter, donc je fais mon storytelling, tout, etc. Et je leur demande aussi, ouais, mais vous, c'est quoi votre parcours? Parce que ça m'intéresse, mais ça m'intéresse vraiment aussi, de savoir leur Ouais, bien parcours. sûr. Et là, eux aussi, en fait, par là-dessus, tu peux même rebondir sur leur parcours. Pas que ça fasse trop aussi non plus, tu vois, faut bien jauger, mais les gens ont tendance à aimer aussi cet échange, parce que c'est comme ça que tu crées cette connexion aussi. Et c'est comme ça aussi, plus tu t'intéresses à une personne, plus tu la sens, plus elle se sent aussi un peu valorisée. Et dans ce genre de rapport, je pense que cette écoute active, inversée, on va dire comme ça, laisser l'autre parler, même si c'est toi l'intervieweur, elle est très bien. Elle est, tu Ouais, et t'enlèves un peu de... je pense que tu rentres Ouais, dans un sujet qui est intéressant, c'est que en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le comparatif avec le date. C'est qu'il y a un moment donné, même si c'est toi qui es candidat, tu peux prendre le contrôle de ton recrutement. Tu peux prendre le ouais, contrôle de la discussion. Alors, pas le lead, enfin, je veux dire, quand tu reprends le contrôle, c'est juste que tu peux amener certaines choses. Après, évidemment, le recruteur sera toujours en lead, vu que c'est lui qui est censé poser les questions clés. Mais tu peux quand même reprendre le contrôle et du coup amener sur des terrains qui te sont plutôt favorables, plutôt que laisser la personne t'amener là où finalement tu n'as pas envie d'aller. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, quoi. ouais, bon, ça demande déjà un peu, je pense, de bouteille aussi. Il y a peut-être pas tout le monde qui est à l'aise Bien pour faire ça. sûr, bien sûr, mais ça Pour- reste. ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit si inaccessible que ça. Et Ah non, en c'est fait, pas... attends, juste pour Mhm. terminer peut-être là-dessus, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu installes vraiment une atmosphère, une connexion avec la personne, je pense que c'est pas si compliqué que ça d'amener l'interview un peu là où tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je vois plutôt ça surtout sur les deuxième, voire troisième interviews. C'est là où, surtout, c'est... Ouais. Ah oui, C'est ouais, ça se fait peut-être pas à la dès, première. ouais, dès que tu passes la phase de screening, comme je l'appelle, tu vois, c'est en gros le Hmm, premier interview, le premier entretien où tu commences c'est vrai. ok, à déballer haute, ok, ok, c'est un gars qui sait s'exprimer, qui sait où il allait, qu'est-ce qu'il fait. Après là, vraiment, on te met au manager au-dessus et ainsi de suite, et c'est là où tu peux. Et surtout les managers qui sont au-dessus, eux, ils adorent. Ils adorent parler d'eux. Ou même au niveau d'une petite boîte, un CEO, il adore parler comment est-ce qu'il a monté sa boîte, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait avant, ses passions, ses vacances, ses talents, ce genre de choses. Et c'est cool, enfin, en termes de personnes, d'apprendre à la connaître comme ça en si peu de temps. Ça fait vraiment la partie speed dating, en fait, tu vois, cette partie-là. Ouais. Bon, là, en fait, je sais que le temps tourne et toi, t'es limité aussi en termes de temps. Donc, je vais plutôt parler sur la partie maintenant. Il y avait d'autres points que je voulais discuter sur la partie pendant l'interview, mais je vais Ouais. regarder un seul parce que je pense qu'on va perdre un peu de temps là-dessus. C'est la partie red flag, les deal breakers. C'est quoi pour toi les choses à. Comment dire ça
Je vais mettre ça en deux choses. Les red flags pour toi, c'est-à-dire pas pour toi de ce que tu vois dans l'entreprise, c'est plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tant que personne euh, interviewée dans un entretien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, absolument pas faire. Ah, c'est une excellente question. Alors je pense qu'il y a un truc qui... tout à l'heure je parlais de prendre le contrôle de la conversation. Oui, mais il faut toujours laisser de la place à la personne en face, au recruteur. Parce qu'en fait, si tu te retrouves à noyer le recruteur sous du blabla, du bon ou du mauvais blabla, c'est pas bon. Il faut lui laisser de la place. Il faut une espèce d'équité relative entre ton temps de parole et son temps de parole. Ton temps de parole sera toujours plus élevé, mais il faut qu'il puisse avoir l'opportunité de poser des questions. Et j'ai même envie de dire, à la limite, il faut se forcer à laisser des blancs pour que lui-même puisse rebondir et poser des questions. Si tu te retrouves et que tu sors d'une interview en n'ayant fait que parler, pour moi, c'est pas bon. Et quand je dis que Ouais. parler, c'est tout seul, hein. C'est-à-dire tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Et Un petit monologue. j'en ai vu, hein. J'en ai vu qui faisaient ça. Et même s'ils sont bons, ça te laisse à penser, ok, mais du coup, dans la vraie vie, quand ils seront au boulot avec toi, en équipe et tout, ouah, voilà le cas à gérer, quoi. Donc ça, Ouais. je dirais que c'est pas bon, déjà. T'en as peut-être que tu veux partager? Parce que là, comme ça, il faut que je réfléchisse pour en avoir un autre. Ouais, non, mais la partie, je suis totalement d'accord avec toi sur la partie donner de l'espace, ça revenait un peu. Faire attention quand tu prends le lead. Après, pour moi, les erreurs, il y en a une qui est très simple, c'est que les gens font souvent, c'est se sous-évaluer. Ah, mais non, mais genre, on va te poser des questions, alors j'ai jamais fait. Non, mais en gros, faut quand même montrer que tu peux apprendre, montrer que tu peux. C'est pas grave si t'es pas le meilleur, à un moment donné, t'as fait des choses quand même. Faut pas. Bon, on a un biais, je pense, naturel à faire ça. Généralement, ce qui est marrant, il y avait une étude avec les différents sexes qui faisaient ça. Les femmes ont tendance à le faire plus souvent que les hommes aussi, Intéressant. sous-évaluer pour les différentes compétences, tu vois. Et faire- il faut projeter surtout de la confiance en soi. Tu veux pas recruter, mais c'est comme tout, c'est comme dans un date. Une personne, une femme ou un homme ne veut pas être avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou elle. Tu vois, ça, tu dois pouvoir irradier un peu de ça en mode ok. Il faut avoir ok aussi de dire de se tromper ou autre, ou dire juste qu'on ne connaît pas la réponse, mais qu'on est très intéressé à le savoir, ou montrer une envie, tu vois. Vraiment être plus dans ce schéma de pensée-là qu'autre chose. Pour moi, c'est le gros point rouge Ouais, bah à en gérer, gros, quoi. ça revient à dire que tu viens avec un esprit de gagne, quoi. Tu C'est viens ça. pas à ton entretien en te disant, ouais, ça va pas marcher, quoi. Sinon, oui, ça va pas Ouais, marcher. Et dans ce tout cas-là, à faut fait. pas y aller, quoi. Tu perds ton temps. Mais même, ouais, même au pire, après, tu sais, t'as des petites astuces pour combattre un peu cet aspect-là. Tu dis, même au pire des cas, tu sais, pour un peu, parce que c'est le stress qui te met légèrement Bien sûr, bien sûr. dans cet endroit. Tu peux dire, ouais, mais tu fais la liste des choses, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire, t'as pas l'interview. Est-ce que ça va changer drastiquement ta vie? Bah non, tu vois. Et donc, Hmm. dès que t'as posé ça, toi, tu libères des barrières. Ouais, il reste plus beaucoup de temps parce que j'ai regardé un peu la vidéo, ça me fait un peu stresser pour toi parce que la pellicule va pas réussir à tout prendre. C'est vrai, Je c'est sais pas vrai. si c'est beau. Mais j'ai plusieurs Donc, chunks, ouais, t'inquiète, j'ai des bandes de sauvegarde et tout. Enfin, ça va bien se vas-y. passer. Quel est le deal breaker pour toi, pour un employé? S'il fait quelque chose, c'est quoi le deal breaker en fait? Est-ce qu'il y a des petites pépites ou des petites tics, des petits points que tu peux relever que ah non, ça va pas passer, cette entreprise n'est pas pour moi. Oui. Quand. En fait, bon, déjà, quand tu as du langage corporate, quand tu as trop de langage corporate, ça, pour moi, c'est pas forcément un deal breaker, mais c'est un premier warning. Ouais. Ensuite, il y a tout l'aspect. Comment on appelle ça? Euh, déjà, il y a le langage RH, en règle générale. Donc, la notion de ressources, la notion enfin, tous ces trucs-là, tout ce qui s'est caché derrière tout ça. Ça me laisse imaginer que la considération de la personne est assez basse. Et il y a tout ce qui est... putain, j'avais pas retrouvé le nom. C'est pas la politique d'entreprise, mais La culture. la culture, les valeurs de l'entreprise. Alors,
quand on commence à me mettre en avant les valeurs de l'entreprise, c'est pas Ouais. bon du tout. Parce que c'est pas que je mets au défi les entreprises d'avoir des valeurs, mais c'est que la plupart du temps, ces valeurs, quand je dis la plupart, c'est 99,9% du temps. Ouais, c'est du marketing pour attirer les gens, C'est quoi. du marketing qui est défini de façon top-down, qui a aucune sorte de réalité sur le terrain, ou s'il y a une forme de réalité, c'est de la réalité forcée. Donc en gros, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des valeurs déterminées pour l'entreprise, mais ce ne sont pas la valeur des gens qui constituent l'entreprise. Et du coup, ça ne reflète absolument rien. Et même en général, ça fait miroiter un certain nombre de démarches qui sont potentiellement toxiques, in fine. Donc moi, Ouais. je le vois plutôt sous cet angle-là. Donc voilà ce que je dirais en termes de gros red flags. Après, Et des choses qui sont plus proches de mon domaine, c'est l'usage abusif de méthodologies particulières. Voilà, en mode, nous on veut faire de ça. Et puis c'est tout parce que c'est ça qui va tout défoncer. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Voilà, Hmm. mais ça c'est plus par rapport au coaching. Ouais. Ouais, donc si on résume un peu, donc ouais, toi c'est plutôt la partie, donc déjà il y a un vocabulaire en fait à éviter, Ouais, le vocabulaire propre à l'entreprise effectivement, qui peut être sous-jacent d'un mal plus grand, on va dire ça comme ça. Ouais, les valeurs aussi qui sont une sorte d'outil marketing aussi qui effectivement est un peu du bullshit, mais tu mets de la poudre aux yeux ou autre. Il n'y ouais. a pas quelque chose dans l'entretien, je sais pas, la personne qui te fait, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu passes sur le manager, la personne qui va vraiment bosser avec toi, ou même tes coworkers ou autres, tes collègues, ouais, j'ai tendance à faire trop d'anglicisme. Il n'y a pas quelque chose avec tes collègues aussi ou autre, quand tu les vois ou autre, ah, il y a quelque chose qui va pas bien se passer là à ce moment-là ou autre, qui peut être plus Bah, personnel, tu vois. alors, là pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit de l'ordre de quelque chose que je puisse définir exactement. On a parlé un peu plus tôt, on a beaucoup fait le comparatif avec le dating. Il faut qu'il y ait une chimie qui se passe, quoi, une alchimie qui se passe avec la Hmm. personne qui me recrute. C'est-à-dire qu'il faut que le courant passe, il faut que ça mette à l'aise, il faut que la personne soit intéressante, tu vois, il faut que je sente que Ouais. ça... je me sens à l'aise de parler avec cette personne, je me sens à l'aise de... Tu vois, s'il n'y a aucun courant qui passe, j'ai pas d'exemple récent, donc j'ai un peu du mal à me raccrocher à une idée particulière qui a amené ça, mais in fine, si tu sens que le courant ne passe pas, bah pour moi, ça va être un red flag. Alors après, il faut voir aussi, est-ce que la personne qui te recrute, c'est réellement la personne qui va t'encadrer ou avec qui tu vas travailler? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, libre à toi de décider, d'accepter ou non la mission. Mais si tu te retrouves avec une personne avec qui tu n'es pas à l'aise, qui ne te met pas à l'aise, avec qui tu sens qu'il n'y a pas d'affinité, moi, je ne me vois pas travailler avec des personnes de ce genre-là. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. C'est Pas mal comme. ma préférence. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, je te rejoins sur, comme dit, sur la partie plutôt les valeurs qui sont mises à outrance pour faire un peu du polish, mais en général, ça passe très vite dans l'interview. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, moi, j'ai besoin généralement en fait de structure, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois des Mhm. personnes en face qui sont pas structurées, tu sais, on a tendance, par exemple, moi, à mon niveau, je dois faire des use cases en tout cas, et ça arrive assez souvent. Mhm. Et par exemple, on fait un use case, on va discuter dans le use case, et si tu pars, tu fais une fausse route à un moment donné, ça, pour moi, c'est. Ah, je peux pas supporter. Que tu sois le CEO, que tu sois CTO ou autre, pour moi, eux, ils manquent un manque sévère de structure à ce niveau-là. Pour moi, Mhm. c'est une faute, clairement. Tu fais pas ça même si tu penses, ouais, c'est pour tester. Non, on n'est plus à l'ancienne où tu testes les gens, surtout sur un exercice cadré. Tu vas pas sortir en dehors de ce cadre. Parce que pour moi, là, ça montre juste que l'entreprise, on est, euh, elle va dans tous les sens. Si au niveau en haut, ça va tourner dans tous les sens, au niveau intermédiaire en bas aussi, ça va dans tous les sens. Si tu donnes pas un cadre, une vision ou autre, les gens vont partir, tu vois. C'est Mhm. un peu un ressenti que j'ai par rapport à ça. Un autre point, c'est la partie, ouais, l'ego. L'ego des gens aussi. Ah, En bien sûr. interview, c'est assez difficile des fois de le voir, mais des fois beaucoup plus facile. Tu vois aussi les personnes. C'est normal d'avoir de l'ego, c'est normal dans. Mais si tu le vois tout de suite dès le premier interview avec les gens avec qui tu parles, tu sais, la partie managériale, quand tu leur demandes si ce qu'ils font, parce que moi, la personne qui me recrute ou qui va être mon manager, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait. Et si Mhm. je vois que c'est beaucoup de poudre aux yeux ou autre, j'ai dit, ok, la personne n'a même pas les mains dedans.
enfin, un manager, mais sans bienveillance, et s'il y a une once d'ego là-dessus, pas une once, mais s'il y a un ego que j'arrive à détecter qui est trop fort, trop bon, c'est-à-dire c'est le management à l'ancienne, ça va être un environnement toxique, globalement. Tu as cette partie-là qui peut jouer. Et l'ego, ça, dernier deal broker, est-ce qu'il y en a vraiment un? Non, ça vient pas comme ça, donc je pense que j'en ai pas. Ah si, un deal broker, je suis bête, le salaire, la rémunération. Pour moi, en fait, à un moment donné, là, j'arrive Ah ouais. aussi à un niveau où déjà, je peux me permettre aussi de ne pas être payé pendant quelques mois ou autre sans problème. Mais ça, c'est des choses que je vais être intransigeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es pas capable de payer ce que moi je pense être honnête par rapport au marché, et surtout quand moi je fais des études aussi par rapport au chiffre d'affaires qu'a fait l'entreprise, est-ce qu'elle est dans une phase de scale-up ou pas, est-ce qu'il y a des investissements. Si t'es pas capable de me payer ce que je te demande, c'est que tu comprends pas en fait l'enjeu du rôle que tu me demandes de faire. Et si Hmm. tu comprends pas ça, quand je vais te demander des choses, de racheter potentiellement des boîtes ou des solutions ou autres, tu vas me mettre des freins. Et moi je suis pas là pour entre guillemets essayer d'être le pompier qui va boucher tous les trous avec très peu de choses. Non, moi je suis là pour avancer et le plus vite possible et le mieux possible, Hmm. mais il faut qu'on me donne les moyens, tu vois. Donc là, tu vois, ça c'est un peu le. En gros, on ne donne pas les moyens de te payer à ta juste valeur par rapport au marché. Bien sûr, tous les marchés sont différents. Là, en France, c'est différent qu'en Suisse, c'est différent qu'en Allemagne, et ainsi de suite. Hmm. Mais c'est un gros warning aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Écoute, moi, je pense qu'on arrive sur la fin. Moi, ce que je te propose, là, je regarde mes notes rapidement. Ouais, ce que je te propose, c'est de faire peut-être un résumé des trois astuces que tu peux donner aux gens, globalement, si, admettons, voilà, Hmm. ils doivent passer un interview demain. Quels sont les trois gros. Tu peux en faire moins, tu peux en faire pas plus, mais moins, c'est possible. Alors, sur les trois, ce que je dirais en numéro un, préparer son storytelling. On l'a dit tout à l'heure, hyper important. Le deuxième, s'énergiser avant un entretien. Franchement, ça paraît anecdotique, mais je trouve que ça fait un monde de différence quand tu rentres dans ton entretien, quand tu es déjà au bon niveau d'énergie. Et le dernier point, qu'évidemment j'ai oublié entre-temps, mais qui me semblait important, storytelling, énergiser et créer du lien. Ouais. On est vraiment sur une logique de dating, donc il faut créer du lien. Il faut créer du lien avec la personne, il faut être à l'aise, autant que possible en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais, pas mal, pas mal. Pour aller dans ton sens un peu, pour la partie un peu storytelling, là, ce qui a quelque chose à faire de pratique, je pense, c'est s'enregistrer. Juste tout Ouais. simplement. T'enregistres, tu regardes les vidéos, ça te permet aussi un peu d'être beaucoup plus à l'aise et regarder ce que tu projettes. Et alors, Et j'ai un petit tips pour toi. Petit tips, parce que je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. ChatGPT. J'en reviens à ChatGPT, la version vocale. Tu lui demandes de te faire une interview, de te faire un entretien, de jouer le rôle du recruteur, et c'est parti. Et l'avantage en plus, c'est qu'à la fin, tu peux même demander à ChatGPT de te faire un feedback sur ton entretien. Et il ne faut pas sympa hésiter ça. à insister sur le côté dis-moi explicitement tous les axes d'amélioration que je peux avoir. Et je peux t'assurer que c'est vraiment d'enfer. C'est Ah, vraiment c'est top. top ça. Ouais. Je- Top, vraiment. Mais un autre point là qui rejoint un peu ça, c'est, tu vois, le but un peu, c'est un peu aussi de construire une base solide pour projeter de la confiance en soi, tu vois. C'est un peu ça moi, le type que je mettrais en plus, tu vois. C'est juste ça. Projeter de la confiance en soi, que ce soit par des entraînements comme ça. Et après, il faut faire des interviews. Parce Bien que c'est sûr, ça qui te rendra beaucoup plus à l'aise, hein. Faut pas hésiter tout à aussi à fait. aller partout, hein. Dans tous les jobs, même ceux que tu sais que tu vas peut-être pas prendre, tu auras Et peut-être une bonne surprise à la fin, tu vois. un autre tip, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis là, quand on va arriver dans une période de recherche donc d'un nouveau boulot, ce qui peut être intéressant au début, c'est vraiment de taper très large pour essayer justement de faire plein d'interviews, de recrutement pour des jobs dont on n'en a rien à foutre en fait, dont on ne vise Ouais. pas. Tu vois, comme ça permet d'y aller avec un mindset vraiment différent et justement de voir comment on peut Tester. tester des choses et comment on peut vivre une interview sans pression. Et en plus de ça, ça crée l'entraînement nécessaire pour le moment où on trouvera ce boulot hyper important qu'on a envie d'avoir
et pour lequel on va tout donner parce qu'on aura déjà l'entraînement, on aura déjà construit notre fil rouge, on aura déjà enfin, on aura tout, quoi. On sera bien, et puis on sera Ouais, détendu. tout à fait. Voilà, on sera détendu, le mot de la fin. Ce sera le Ça mot de la marche. fin. Allez. Bon, bah merci beaucoup JP pour cet entretien ensemble, au sujet des entretiens. Et bien, merci à toi pour ce sujet fort intéressant, et puis merci à tout le monde pour nous avoir suivis sur ces divagations autour des interviews, des entretiens d'embauche. Voilà, bah, allez, passez une bonne journée. Salut. Ciao!